Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui avec Amaury. Salut Amaury. Bonjour Fred, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Amaury participe au Chiang Mai SEO de 2024 et l'idée, eh bien, c'était qu'il nous fasse un petit retour concret sur ce qu'il a appris, les choses intéressantes, peut-être des fois moins intéressantes. Donc voilà un petit peu le concept. Amaury, on va te laisser t'introduire en tout bien tout honneur, bien entendu. Pour voilà nous dire un petit peu ce que tu fais et puis ensuite on attaquera sur la conférence. Trop bien. Merci Fred. Effectivement, j'ai fait le trajet de Lyon pour venir à Chiang Mai pour l'événement le Chiang Mai SEO Conference qui a lieu en novembre globalement tous les ans. Et vous avez peut-être vu passer, j'avais fait un challenge de 12 SaaS en 12 mois. J'ai créé plusieurs SaaS pour le SEO, donc des outils qui aident les SEO pour justement leur travail au quotidien. Il y a les plus connus, ça va être Une de Page et Serpentix, où je travaille énormément sur Serpentix actuellement pour aider les SEO à créer le meilleur contenu pour Google. Ok. Donc c'est globalement un outil d'analyse sémantique qui va t'aider à créer un contenu parfait pour te positionner en première page sur Google et à la fois plaire à Google et à tes utilisateurs. Ok. En deux mots, c'est un concurrent direct à Your Text Go que la plupart des gens connaissent. On va dire que c'est effectivement ça. En ligne droite, une alternative. Ouais. Ok. C'est Your Text Go. Ok. Et qui a plein de qualités. Ok, très bien. Tu viens de Lyon, hein, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Ok. Donc on est toujours content de venir en Thaïlande quand on vient de Lyon, spécialement. On va dire que il fait un peu moins froid. Surtout en novembre. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Lyon en novembre, ça peut être un petit peu violent. Donc Amaury, pardon, à chaque fois, je rajoute un petit R. Écoute, sachant que ça fait un an qu'on se connaît quand même. Ouais, c'est vrai, ça me met un petit peu du mal. Un petit R. Donc je vais te laisser, nous faire un petit débrief, voilà, des deux premiers jours qui sont passés. Voilà, je te laisse attaquer directement. Comme l'année dernière, la conférence se tient sur globalement une semaine. Et les 2 premiers jours, c'était uniquement l'après-midi et c'est des workshops. Les workshops, ils sont structurés de façon à en avoir 3 les uns après les autres. Et à chaque moment, il y en a 2 différents. Ouais. Donc à chaque fois, j'ai dû choisir le workshop qui me semblait le plus pertinent. Ouais. Et donc je vais vous raconter les 3 workshops de la première journée et les 3 workshops de la deuxième journée. Parce que là, on est mercredi, qui est le 3e jour de l'event sur les 5, où globalement, il n'y avait pas de conf organisé. C'est un peu libre, c'est pour laisser justement les personnes organiser eux-mêmes des conférences. Et donc on est un peu libre. Aujourd'hui on allait faire du padel parce que j'ai découvert le padel. Du padel, oui. Mais ça on ne débriefera pas sur le padel, mon talent sur le sujet. Je me respecte trop pour parler de padel, mais t'es pas venu surtout. Oui, je me respecte. Du coup on va commencer par la première journée. La première journée, j'ai été à 3 conférences qui étaient réussir son SEO sans lien, attirer des clients grands comptes pour votre entreprise en 2025 et comment générer des millions de vues et des milliers de leads en pilote automatique avec l'IA. Si on commence par la deuxième, qui va être la plus rapide, globalement, il y a 2 choses qui ressortent de cette conférence. C'était, il faut écouter ses clients, comprendre leurs objectifs et les aider à avancer sur leur projet et être authentique. Autant dire que c'était pas la meilleure conférence, très intéressante, des choses qu'on sait, qu'on ne fait pas forcément, mais qui était pas la conférence où on se dit, je viens à Chiang Mai, je traverse le monde pour ça. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que malgré tout, parce que moi je l'ai fait donc l'an dernier, on était ensemble d'ailleurs, malgré tout les conférences sont quand même d'un niveau un peu inégal parfois. Ah mais complètement. Moi j'ai quand même l'impression que dans les conférences en général, et pas que au Chiang Mai SEO, tu peux avoir ce genre de profil de conférence où tu peux avoir des conférences qui paieraient pas forcément de mine et qui sont exceptionnelles, et d'autres conférences qui sont très marketing. Et en anglophonie, je trouve qu'il y a quand même ce potentiel où les mecs sont quand même très bons sur la forme. Oui. Et le fond est un peu plus léger. Oui. Ça veut pas dire que s'ils sont pas anglophones, le fond ne peut pas être léger aussi. Mais on est quand même, voilà. J'ai ce petit biais-là. Parce que ce qui est chouette au Chiang Mai, c'est que tu vas avoir des anglophones. Et donc, potentiellement un vivier de compétences. Parce que les États-Unis sont quand même en avance sur plein de choses. On est bon en France sur le SEO. Mais il y a quand même des bonnes pratiques qu'on peut avoir aux États-Unis et on verra quand même ce qu'ils nous racontent, c'est assez teinté par des profils quand même plus white hat dans ces conférences-là que sur du black hat où potentiellement dans les conférences les gens aiment bien les tips et les tips c'est souvent du black hat. Ouais, complètement. Oui, en France on est très fort pour les astuces de crochu. Ça doit être culturel, mais c'est vrai que de manière générale, l'Américain a plus l'habitude de dépenser son argent, d'avoir une vision vraiment business des projets web. Et le SEO n'est qu'un outil.
alors que le français, et spécialement le Black Hat, va considérer l'outil comme presque une fin en soi, tu vois. Et donc c'est ce qui fait que en étant des bricoleurs malins, en règle générale, plus malins même que souvent les Américains, pas sur la partie marketing par contre. Ouais, c'est ça. Les Américains vont avoir tendance à faire du média, du très bon contenu, du Ouais. très gros lien. Ouais. Et du coup, ça teinte un petit peu les conférences, mais il y a des sujets extrêmement intéressants sur justement comment on fait du bon contenu. Ouais. Et ce qui m'intéresse particulièrement avec l'outil que j'ai créé, Serpentix. Et du coup, ça donne le lien directement avec la première conférence qui était réussir son SEO sans lien. Ok, ouais, c'est Donc intéressant. la promesse est assez cool. Et vous allez voir que la conclusion est quand même un peu plus mitigée. C'est globalement un peu le fameux putaclic classique qu'on entend, mais bref, en gros, ça a commencé par des leaks Google, et ça c'est chouette parce que ça est arrivé après le dernier de Chiang Mai SEO, et donc c'est quand même assez souvent teinté par ce fameux leak. Et on voit que dans le leak de Google, donc si vous l'avez pas entendu parler, globalement l'algorithme de Google a fuité, et on a les paramètres qui décident quels sont les pondérations de pourquoi ce résultat est avant ce résultat-là. Et on voit que dans ces leaks-là, il y a l'expérience utilisateur, donc l'engagement, le temps sur le site, les clics, le scroll, enfin bref, tout ce qui va être visible par justement la galaxie d'outils qu'a créé Google, comme du Chrome, du Google Analytics, bref, tout cet écosystème qui peut quand même suivre de façon très précise les utilisateurs. Et on voit dans ils ont eu un procès récemment où justement ils expliquaient un petit peu leur fonctionnement. Et en fait, le terme d'engagement utilisateur revient énormément. Et donc, c'est quand même là-dessus que s'angler cette conférence avec, globalement, le meilleur contenu va répondre à une expérience utilisateur qui va être plus pertinente parce que il va pouvoir trouver quelque chose qui est exactement ce qu'il cherche, quoi. Ouais. Et c'est très 2024, hein, fondamentalement. C'est-à-dire que, il y a quelques années encore de ça, on pourrait avoir un contenu à peu près médiocre. Si t'envoyais la sauce en termes de backlink, ça pouvait quand même fonctionner. On voit que le comportement utilisateur, vraiment de plus en plus de poids. Ok, très bien. Et du coup, l'angle de la conférence, donc qui s'appelait réussir son SEO sans lien, en fait, ça sera plutôt avoir un meilleur contenu, ça permet d'avoir moins de liens. Et c'est plutôt ça qu'on va voir. Et en fait, on va voir comment ça se structure concrètement dans sa conférence. Et le premier point, c'était faire une recherche de mots-clés, le classique. Donc, il y a plein d'outils qui le permettent, et transformer ça en une liste de pages. Donc, typiquement, moi, j'ai une de pages où tu fais de la recherche sur SEMrush, Ahrefs, n'importe quel outil de recherche de mots-clés, et Ubersuggest si vous voulez une version gratuite. Et en fait, une fois que vous avez cette recherche de mots-clés, donc investir, immobilier, vous faites toutes vos recherches pour avoir toutes les variantes. Et en fait, à partir de ça, l'idée, c'est de le transformer en liste de pages. Moi, j'avais créé un outil qui s'appelle une de pages qui permet de le faire. Vous envoyez votre liste de mots-clés et il donne une liste de pages. Pour éviter la cannibalisation, notamment. Exactement, parce que l'idée, si on fait 2 pages pour des mots-clés que Google considère comme similaires, en fait, il saura pas quelle page positionner. Et du coup, ça va pénaliser votre contenu, quoi. Et une fois que vous avez cette liste de pages, l'idée, c'est de créer un brief ultra précis. Je pense qu'il y a quand même, s'il y a bien c'est pas sorcier en tant que tel, mais s'il y a bien un truc qu'on fait pas forcément, en tout cas, à part peut-être sur des très gros médias, c'est de travailler plus sur le avant écrire son contenu que sur la rédaction. Oui, complètement. Et typiquement, là, il expliquait que ce qui est important pour lui, c'est de faire un brief ultra précis avec tous les éléments importants, le ton, la structure, les points clés, la profondeur attendue qui va être définie par la concurrence. Et donc, lui, il fait une recherche en amont qui est assez évoluée et qui va en fait être la majorité du temps qu'il y passe. Et c'est ce qui me rassure, enfin en tout cas ce qui m'intéresse dans ces conférences-là, c'est que c'est exactement l'angle que je prends avec mon outil d'analyse sémantique, c'est aider le rédacteur à avoir le plan parfait, les bonnes intentions pour justement enrichir le contenu et aller vers ce contenu qui est parfait. Eux, du coup, c'était l'organisateur, enfin le conférencier était une agence de rédaction, et donc il y a eu toute une partie sur comment on fait pour trouver le bon rédacteur. C'est-à-dire que sur ces confs-là, elles sont en anglais. Et du coup, à chaque fois qu'il donne des tips, c'est souvent pour des contenus anglophones. Et il expliquait que lui, il fait pas autre chose que du anglophone. Et donc, il expliquait que ses rédacteurs, il les sourçait plutôt en Europe de l'Est, et que globalement, c'était un jeu de volume où il allait en embaucher 10, et sur les 10, il les faisait bosser, parce qu'en fait, leur portfolio, ils peuvent être toujours un petit peu structurés, on va dire. Globalement, il en récupérait un à la fin sur lequel il voulait en travailler sur la durée et à qui il envoyait le maximum de volume. Enfin, en gros, c'était 10 pour tester et le ratio, c'était 1 pour 10. Okay. Donc là, j'ai pas assisté au conf, donc je pose des questions comme elles me viennent. Donc ça a pas parlé de d'IA du tout? Ça vient après. Justement, son point, c'est
L'IA, c'est une belle assistance, Ouais. mais pas un remplaçant. Du coup, tu peux améliorer ta recherche, ta structuration, ta vélocité de rédaction, mais pour faire du contenu malin, et ça sera appel à une deuxième, à la deuxième conférence, Ouais. qui est sur le sujet du contenu, c'est que l'IA, globalement, elle a une largeur de knowledge qui est fixe et qui est déterminée par le contenu qui est présent en ligne, globalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, en fait, si tu veux aller chercher un contenu plus original, l'IA va avoir plus de mal. Okay, et du coup, ça fait le lien avec la conférence juste après, mais ça, on en parle tout de suite après. Je pense qu'on va justement sauter sur celle-là. Et en gros, du coup, pour ces rédacteurs, pour revenir au point juste avant, il va chercher des profils spécialisés. Le petit tip, ce qui était intéressant, c'était sur, par exemple, le sujet Lego. Oui. Mais ça marche partout ailleurs. Il allait cibler des profils donc spécialisés pour leur demander de rédiger, mais pour choisir les profils, il allait choisir le métier, en tout cas le niveau le moins coûteux de ce secteur-là. Dans l'exemple de la loi, il allait chercher les paralégaux qui ne sont pas des avocats. Donc ça marche bien aux États-Unis et en fait du coup ils ont un taux horaire qui est plus faible. Et du coup, en fait, l'opportunité de rédiger du contenu de qualité, parce que c'est leur métier, était plus intéressant. Et ça, je trouvais ça quand même effectivement assez malin. Et du coup, derrière, donc, quand il a son équipe avec des besoins de volume en contenu qui sont assez élevés, pour se caler, l'idée c'est de structurer et donc il crée une documentation unique sur différents outils, sur les outils que vous préférez, avec une communication centralisée, un calendrier édito où tout le monde a accès. Alors moi, si je peux juste glisser un petit truc, une petite astuce comme ça en passant. La raison pour laquelle je passe par très peu de rédacteurs, j'ai du mal il y a l'IA. Maintenant, tu vois, pour le moment, ça me suffit. Parce que j'aime bien quand je passe par des rédacteurs sur Text Broker, je crois, comme ça que ça s'appelait. Et quand tu vas prendre des profils spécialisés comme tu l'as énoncé, c'est derrière, depuis l'article, ensuite, en bas, faire un lien vers leur page LinkedIn. Pour pour appeler l'autorité du contenu, quoi. C'est le fameux EEAT. Voilà, exactement. Expertise. Et bon, tu fais un lien vers leur page LinkedIn, ils sont contents, c'est vrai, vous ne mentez pas, et vous avez du coup ces espèces de rustines de protection sur la crédibilité de votre contenu, quoi. Ouais, complètement, mais surtout sur les secteurs où justement il y a des filtres supplémentaires sur Google, ce qui va être Your Money, Your Life, la santé, ce genre de choses. Sans ça, ça devient compliqué. Oui, complètement. Ah non, mais avant, on se prenait pas la tête avec ça, hein. Mais ça peut être une bonne méthode pour faire du pas trop cher, crédible et crédible aussi aux yeux de Google. Donc c'est pas mal. Exactement. Et du coup, donc lui, son contenu, sa stratégie, c'est je fais du bon contenu, donc avec les éléments qu'on a vus, le brief très précis, la rédacteur spécialisé avec ce travail en amont. Et avant d'envisager de regarder la performance, il attend 60 jours minimum pour se dire, en fait, Google va avoir une phase de transition sur le positionnement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il arrive après 60 jours. D'accord. Et en fait, la conclusion de cette conférence, c'était du meilleur contenu, ça permet de mettre moins de liens. Et du coup, lui, sa stratégie, c'est il fait le meilleur contenu possible. Et en fonction de là où ça se positionne à 60 jours, après, il mettra du lien. Si on n'est pas satisfait de la position attendue, du résultat attendu, obtenu en tout cas, si ça colle pas à ce qu'on voulait, et là, il va aller mettre du lien parce que, en fait, in fine, on sait que le page rank est un des... Oui, ça peut être indispensable, complètement. Un des facteurs de Google, quoi. Ok. Donc ça, c'était la première conférence. Et du coup, je vous propose qu'on passe au jour 2, où il y avait la suite, qui était la conférence Maximiser le gain d'information, que j'ai trouvé très intéressante. Et en fait, l'idée, c'est globalement la suite de ce qu'on a pu voir là. Mais en fait, c'est quoi du très bon contenu au-delà de bien faire ses recherches? Et donc, je trouvais que ça allait un peu plus loin, et ça fait écho à une conférence que j'avais beaucoup aimée l'année dernière, qui était justement très orientée, c'était un peu la nouvelle mode de l'IA l'année dernière, et c'était très orienté en mode, ok, mais comment on fait du contenu avec l'IA? Et l'année dernière, ça expliquait globalement, tu peux écrire avec l'IA, mais l'IA n'a pas la donnée. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, c'est comment tu fais une base de connaissances qui permettra justement de faire du bon contenu IA. Et là, je trouve qu'on était quand même là-dedans. Et donc ce que je te disais tout à l'heure en rebondissant sur ta question, c'était en fait l'idée, ça va être d'apporter de l'information nouvelle et pertinente pour justement élargir le knowledge base ou knowledge graph dans le cadre de termes Google. Chose que justement là, avec cette conférence et dans une fonctionnalité qui va sortir bientôt sur Serpentic, j'essaie justement d'accompagner les personnes pour les aider à faire un contenu qui a ce petit truc en plus. Et là, dans le cas du contenu clé, c'est en gros un contenu original, des données exclusives,
Donc ça veut dire des données propriétaires potentiellement. Ok. Ça veut dire, en fait, vous avez fait une étude spécifique dans l'entreprise. Ça va être exclusif parce que personne d'autre ne peut les avoir. En tout cas, personne d'autre n'a fait forcément ce travail avec cet angle-là. Des insights uniques et une approche centrée utilisateur, donc avec potentiellement leur retour par rapport à ce sujet-là. Et pas hésiter à faire des recherches avec justement des interviews utilisateurs, aller consulter, faire des sondages, des focus group comme ils aiment bien faire aux États-Unis, aller voir justement des forums, des retours utilisateurs, voir ce qui se passe dans votre service, comment on appelle ça, le service client, les mecs qui sont en contact avec support client. Voilà, le support client. Voir ce que les clients vont demander et ce que votre support client peut vous proposer comme information, justement comme question. Et donc avoir cette approche centrée utilisateur avec ces différents angles d'approche. Et donc le processus de création qu'elle propose, c'est identifier d'abord ces gaps informationnels entre le contenu présent et ce qu'on pourrait faire en allant un petit peu plus loin justement grâce à une recherche assez poussée. Donc c'est globalement, je crois que c'était, je sais plus, c'est pas 70% du temps. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était à peu près l'idée recherche-rédaction. Ouais, d'accord. Construction d'un référentiel, donc ça veut dire avoir une base avec justement l'ensemble de ces informations-là, développer un persona précis à qui tu vas parler, et intervenir sur le parcours utilisateur complet, de l'awareness jusqu'à la conversion, jusqu'à la rétention. Et du coup, avoir des contenus adaptés à tous ces moments-là. Et du coup, donc avec en 5 étapes, c'est la recherche, la maintenance, l'amélioration, l'exploration et le monitoring, qui sont justement ces différentes étapes où on va aller chercher l'information, la spécifier pour un client, enfin quelqu'un spécifique, améliorer, faire des nouveaux sujets pour avoir les nouvelles idées et itérer, voir le suivi des performances qui font écho justement à l'élément précédent. Pour rebondir, j'ai envie de dire que le fait d'aller chercher du contenu original ou de l'information supplémentaire, c'est un petit peu l'équivalent de ce que personnellement je vous prenais de faire il y a peut-être 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de duplicate content aujourd'hui ne suffit pas. Dans l'idée, il faut aller chercher de l'information supplémentaire. Je pense que ça, c'est peut-être la différence avec quelques années. À partir du moment où tu avais du contenu unique, ça suffisait, quoi. Là, il faut malgré tout, on voit avec les années qui passent, faut essayer d'apporter de la vraie information. En vérité, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est faire du bon travail, tu vois, en définitive. Non, mais ça peut être un résumé extrêmement simple. Non, mais en fait, tu vois, genre, ce bon travail, moi, je trouve que, étant de profil un peu ingénieur, je suis pas spontanément dans le texte. Et du coup, là où faire ce bon travail, je sais lire, je sais faire plein de choses, mais je trouve que quantifier les choses, c'est quand même plus intéressant. En tout cas, ça permet d'avoir un cadre où tu te dis, ok, mais est-ce que le bon travail, il est subjectif, ou est-ce que je peux avoir des petits critères? Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans les projets-là dont je parlais tout à l'heure. C'est parce que justement, moi, je veux pouvoir quantifier est-ce que mon contenu, il est bon. Et un des éléments, du coup, vu que j'aime bien les chiffres, j'ai noté ça dans la conf. C'est en gros, elle parlait de, ok, mais c'est quoi un bon gain d'information? Et il y avait une matrice intéressante de, ok, mais si tu donnes pas de gain d'information, c'est juste du duplicate content, comme tu disais. Et si tu donnes trop d'informations supplémentaires, potentiellement tu passes à côté des choses qui sont importantes quand même. Et le truc, c'est que tu vas avoir un travail titanesque. Et en fait, il faut trouver ce bon juste milieu entre faire du copycat et aller faire du truc complètement original où potentiellement t'es à côté. Et juste tu peux être à côté. Tu peux devenir une anomalie. Même si en vrai, ce que vous dites, c'est super intéressant. Si vous êtes trop différent, peut-être que vous devenez une anomalie statistique. C'est ça. Et donc c'est un pari, et est-ce qu'on veut prendre un pari sur des contenus aussi chers? Peut-être pas. En tout cas, ou alors on le fait mais en connaissance de cause. Et au-delà de ce contenu-là, textuel, un des éléments qui était assez intéressant, c'est justement ce parallèle avec l'UX UI. Et elle a pris l'exemple de Booking.com, que tout le monde connaît sur leur page d'accueil, qui est très simple, et avec justement cette hiérarchie visuelle en plus de la hiérarchie textuelle et informationnelle. Et elle parlait d'un test qui manifestement s'appelle le test du clignement d'œil, où globalement tu regardes en plissant les yeux comme ça, ce qui est pas très flatteur sûrement à la caméra, mais qui te permet du coup de flouter un petit peu ton écran, donc tu peux le flouter aussi logiciellement, et qui te permet du coup, si ta hiérarchie est bien construite, d'avoir les éléments clés qui se dessinent. Du coup, on voyait très clairement, en fait, elle le faisait en plusieurs étapes, le header, le formulaire simple pour je veux aller globalement là, des informations qui étaient structurées en fait, et plus tu pouvais zoomer de plus en plus. Et du coup c'était assez intéressant avec justement la gestion de la charge cognitive, donc comment tu fais pour pas que le mec se sente submergé par l'information,
Et de l'autre côté, avec les différentes façons qu'ont les gens de lire, qui est globalement le F en F, comme, enfin descendant avec des coups comme ça, ou en Z, et ben tu vas pouvoir justement gérer l'information et la façon dont tu vas organiser l'information sur ta page. Encore à nouveau, hein, c'est les meilleures pratiques qu'il puisse y avoir quand on veut faire un site qui a de l'ambition. C'est vrai que fondamentalement le SEO de base se préoccupe rarement de l'UX notamment, mais de plus en plus, et je pense que voilà, ça va devenir indispensable si vous voulez ranker notamment sur des niches concurrentielles, y compris en e-commerce. La communauté est beaucoup axée e-commerce. Malgré tout, voilà, si vous arrivez avec un site qui est pété en deux, ça va être compliqué. Il faut avoir un écosystème qui est vraiment qui ressemble encore une fois à du vrai travail, il n'y a pas de magie. Exactement. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la photo du produit, le détail du produit, une description du produit. Globalement. Si on simplifie à l'extrême. Si on simplifie à l'extrême, mais encore faut-il que ce soit bien fait, encore bien sûr, bien structuré. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que même en e-commerce, en définitive, si tu vas avoir, tu vas avoir des tas après je voudrais pas trop dévier, mais en fonction si le mec parcourt ton catalogue en profondeur, si, je sais pas moi, t'as les éléments de réassurance, si d'une manière générale, t'arrives à faire interagir l'utilisateur avec ton site un peu plus que le concurrent, a priori, si derrière tu fais du backlink, ça va mieux réagir. En fait, c'est qu'une question de proportion par rapport à ce qui se passe ailleurs. Complètement. C'est un peu le problème aussi des sites d'affiliation. Et donc, l'avantage à l'e-commerce, c'est que l'utilisateur va interagir avec le site. Et donc, ce qu'on disait sur l'engagement utilisateur qui est de plus en plus important. Alors que, le site d'affiliation, sur l'e-commerce, tu gagnes des sous si le mec reste. En affiliation, tu gagnes des sous si le mec part. Et du coup, c'est malin de la part de Google d'engager l'angle comme ça, parce que, si t'engages, c'est que le contenu est bon. Et si tu restes, c'est que t'as intérêt à rester, parce que l'attention est de moins en moins large. Et on verra, le truc qui était dans une autre compte, c'était gagner de l'argent, c'est avoir plus d'attention, globalement. Mais complètement. C'est exactement ça. Donc c'est ça, si on résume, ça peut être aussi simple que ça, quoi. Et ça fait la transition sur la conférence d'après. Jour 2, j'étais à Link Building, passé, présent, futur. C'était pas la meilleure conférence. Je pense que clairement sur la partie netlinking, on est assez avancé en France. Il y a quand même c'est vrai. énormément de plateformes. En fait, on peut facilement trouver du lien en France. Et donc passé, c'était pas forcément extrêmement intéressant. C'était un peu, il est là depuis toujours. Avant, on faisait des blasts avec un envoi de liens massif, ça marchait très bien. Ça marche plus. Maintenant, on est sur du lien de qualité. Il faut faire attention à la pertinence entre la page où on met le lien et la page où on va, créer des relations avec les éditeurs, un peu de ce qu'on disait sur la conférence pour le business en entreprise. C'est globalement en fait la relation, créer des liens avec des gens qui ont des sites internet, des équipes, pour avoir des liens que les autres peuvent pas forcément avoir. Complètement. Ce qui est vrai en France aussi, parce qu'on a effectivement énormément de plateformes, mais il y a plein de sites qui ne sont pas sur ces plateformes. La majorité des sites ne sont pas sur ces plateformes, même si elles ont un catalogue qui est extrêmement large. Complètement. Et du coup, on peut faire énormément de choses avec les plateformes, mais c'est toujours intéressant d'aller chercher du lien que les concurrents pourront pas avoir. Et oui, aller chercher du lien, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, presque. C'est-à-dire que si t'as des relations, si t'as tes copains avec le rédacteur en chef de je ne sais pas quelle... les plateformes, ça reste un raccourci sur lesquels les gens, on va dire, a priori de bonne intention ne sont pas. Tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup de SEO, finalement, qui vendent du lien sur les plateformes, donc c'est du lien qui fonctionne. Mais ça reste du lien, ça reste des sites quand même faits pour du lien en règle générale. Ça dépend un peu des sites, mais il y a effectivement ces fameuses fermes à liens. Et je suis pas en train de dire que ça peut avoir son utilité, mais à terme, c'est pas ce qu'attend Google en tout cas. Voilà. On va dire qu'il va essayer de lutter contre ça. Oui, voilà. Et ce qui est, je trouve que c'est assez marrant dans le terme, c'est que le lien, c'est effectivement un bout de code HTML qui va d'un site à l'autre. Mais en fait, dans la vraie vie, créer du lien, c'est vraiment avoir une relation et du coup, légitimement, tu vois, tu pourrais, si tu parles à quelqu'un d'autre, tu pourrais me recommander. Et en fait, c'est comme si tu me faisais un backlink. Complètement. Donc en fait, c'est plutôt voir le lien comme ça. En tout cas, c'était le sujet de la conférence. Et après, dans les stratégies émergentes, en gros, il disait qu'est-ce qui marche pas pour lui. Pour lui, le PBN marche bien. Compliqué à faire. Voilà, c'est toujours, je pense aussi. Et ça peut être coûteux, en fait. C'est surtout ça. Ça dépend de la niche sur laquelle t'es et l'argent que tu comptes en tirer. C'est ça. Faut arbitrer. C'est un arbitrage de ROI, en fait. C'est ça. C'est ça. En fonction de à quel point cette niche est partageable et à chaque fois elle est rentable, ce genre de choses. Mais, potentiellement, on entend que le PBN, c'est un peu une histoire du passé.
Lui, il était plutôt enthousiaste sur le PBN. Ouais, puis tout le monde a un petit peu son avis là-dessus. Et il a pas indiqué dans sa conférence qu'est-ce qui était un bon PBN pour lui? Bah, ça va être un site thématique, un peu, les conférences à laquelle j'ai pas assisté, c'était être un SEO ou un CEO, qui veut dire un directeur d'entreprise. Et bah lui, il disait, mais en fait, un bon PBN, c'est potentiellement racheter des sites de business où tu vas mettre un peu d'affiliation dessus et tu vas mettre un lien vers ton site. Okay, et en fait, du coup, le voir de façon un peu plus large, c'est pas juste un site avec un lien, c'est potentiellement un vrai site avec de la vraie visite, enfin, qui a sa légitimité en fait. Et du coup, pas le voir juste en mode, bah, j'ai créé des WordPress en boucle avec 5 pages générées par IA. Oui. Ce qui potentiellement est une possibilité, mais c'était pas sa vision du PBN. C'était plutôt plus quali, et après, bah, un mix entre, bah, justement, du neuf, de l'exclu, enfin, bref. Mais ça se défend bien, hein. En tous les cas, c'est pérenne, ça permet aussi de gagner de l'argent via deux sources. Parce que c'est vrai que les PBN faits par des SEO, uniquement faits pour pousser, l'autre, bon, c'est des sites qui sont voués à mourir, de toute façon. Ouais, et puis ça peut vite être un coup entre renouvellement, entretien, enfin, bon. Ouais, carrément. Risque de piratage, bref, tous ces classiques. Ouais. Il a parlé de pas mal de redirection 301 aussi. Ah oui, ok. Chose que j'avais plutôt en tête que c'était un peu dangereux, un peu une roulette russe. Oui. Je pense que ça l'est quand même. Mais lui était plutôt enthousiaste dans une approche assez modérée, donc des sites extrêmement pertinents, avec bah, justement légitimer tout ce qu'on disait juste avant. Tu rachètes une entreprise, tu rediriges vers ton site. Bah, ça, ce serait extrêmement pertinent. Et du coup, bah, c'était comme ça qu'ils l'envisageaient et ils montraient des courbes, justement, où ils avaient fait plusieurs 301 successives, avec espacement dans le temps, enfin, pour justement que ce soit crédible. Et on voyait, entre causalité et corrélation, il y a toujours une question, mais on voyait la variation de liens suite à une 301 dans le profil d'un href, par exemple, bien sûr. et l'augmentation de trafic qui s'en suivait, qui était vraiment genre conséquente à ça. Est-ce que il a juste cumulé le trafic du site redirigé, ou est-ce que ça l'a fait gagner des positions? Il n'y a pas eu l'air d'avoir augmenté en termes de pages. Ouais. Enfin, en gros, ça avait l'air de rediriger sur un nombre de pages constant. Donc, je pense que ça a fait augmenter le trafic, peut-être avec plus de mots-clés. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'apparition de pages dans les exemples qu'ils nous montraient. D'accord. Donc, peut-être que ça a fait plus d'un mot-clé sur les pages qui étaient déjà présentes. Mais pas de nouvelles pages. Enfin, ça part en gros. Il n'y a pas de nouvelles pages. Ok, il n'a pas apporté du nouveau contenu qui est ensuite redirigé. Ok, d'accord. C'était des 301, quoi. C'était pas de l'apparition de contenu sur le site. D'accord. Et il faisait ces 301 sans préalable, à savoir peut-être, tu vois, il y a un truc que Google aime bien, c'est que depuis l'ancien site, tu as un contenu. Avant de faire ta 301, tu vas le caler sur le nouveau site pour qu'en fait, il voit que les deux pages sont identiques et à ce moment-là, il mange bien la 301. Ça, il a pas étendu sur le sujet, non. Ok. Et donc, classique, les relations stratégiques, hein, ce fameux faire du lien. Ça, il en a reparlé pas mal. Et donc, si on devait résumer, c'est faire des liens naturels qui apportent une vraie valeur business. Mais bon, concrètement, du bon sens, quoi. Oui, c'est du bon sens. À la fois, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué, parce que ça me sort de notre zone de confort qui va plutôt être orientée technique, alors qu'en vérité, dans quelques années, je pense que ça va rejoindre le monde traditionnel où, est-ce que tu arrives à faire des liens, des vrais liens avec des vrais gens. Et ce qui est difficilement remplaçable par l'IA aussi, accessoirement. Ouais, complètement. Humain tout humain. Ouais. C'est aussi peut-être le truc le plus authentique et le plus future-proof. Ouais, complètement. La troisième conférence du jour 2, c'était comment générer des millions de vues et des milliers de leads en pilote automatique avec l'IA. Donc aussi un titre assez assez intriguant. Et donc le premier point, c'était plus d'attention, plus d'argent, ça on en parlait tout à l'heure. Avec son approche, c'est globalement quelque chose que j'avais pu retrouver dans les livres de Russell Brunson sur tout ce qui va être .com secrets, les tunnels de vente tels qu'on a pu en voir énormément avec des infopreneurs. Son élément, c'était, lui, il a une règle stratégique des 5-1. Oui. Donc ils aiment bien ces termes-là. Oui, c'est une niche précise, un canal de communication, une offre unique, un appel à l'action, donc un CTA, et un tunnel de conversion. Et son plan détaillé, donc globalement, lui, il l'a appliqué plutôt à YouTube. C'était, il prend des sujets tendances. Donc pour ça, il essaie de voir un petit peu ce qui se passe, il fait de la veille. Il regarde sur Google Trends si c'est plutôt justement chaud à ce moment-là. Et lui, il va essayer d'enregistrer son travail en orientant par rapport à ça. D'accord. Lui, sa stratégie, c'est publier tous les jours une vidéo de 15-20 minutes. D'accord. Et plutôt en mode documentation sur justement son travail au quotidien.
Et tous les jours. Donc vraiment une fréquence quotidienne. Et il nous a parlé d'un outil qui s'appelle Descript, que j'ai pas encore testé, mais qui a l'air vraiment chouette, qui permet justement de faire le montage de façon un peu plus simple. Ah d'accord. Couper les blancs, sous-titrer en auto. Ok. Enfin, c'est des trucs où si t'es sûrement beaucoup plus habitué que moi. Non, je suis sur Camtasia, moi, à l'ancienne. Donc, okay. Mais voilà, donc c'est un peu le truc où justement, moi, je maîtrise pas trop ça. J'ai CapCut, tu vois. CapCut, ouais, c'est très bien. C'est un outil exceptionnel. Non, et avec comme objectif convertir en vente derrière. Son point, c'était, on commence par un seul canal. Ouais. C'est pas ce qui marche, donc on fait un canal, 100 minutes par jour. Donc l'idée, c'est essayer de maîtriser ça le matin. Tu prends 100 minutes, ce qui fait 1h40. Et tu fais ça 100 jours d'affilée, avec comme petite question à la fin de la journée, qu'est-ce que je peux faire mieux pour demain? Et l'idée, c'est justement de monter en compétences progressivement sur la plateforme et arriver ensuite à passer sur une autre plateforme. Il nous a parlé un petit peu de Twitter, mais c'est globalement le même profil. Il nous a donné quelques prompts sur justement comment tu fais ta recherche, tout ça. Mais voilà, globalement, c'était énormément de promesses avec justement un résumé global de ce qu'on pouvait voir sur Sales.com. C'était pas forcément... Mais c'est intéressant. Après, c'est un peu bateau, mais c'est intéressant. Ça reste le propos est intéressant. Et le mec en donnait un petit peu plus parce que YouTube, je pense effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Quand il dit qu'il générait des leads, il a dévoilé sa niche ou quoi? C'était des choses... Lui, il a une agence marketing. Ah ok. Je crois qu'il est dans le coin à Chiang Mai, quelque chose comme ça. Lui, sa stratégie, c'était justement de faire du contenu qui intéresse les marketeurs pour trouver des clients agences qui lui délèguent l'opérationnel en marque blanche. Ok. Et du coup, il fait du contenu marketing pour les agences. Il y a dans les petits tips qu'il nous a donné, c'est que lui, il avait pas vu de différence entre les vidéos avec visage, donc où il se filme lui, et sans visage. Okay. C'était pareil pour lui. Il nous disait que justement ces miniatures, il les faisait en IA et que celle qui avait été faite en IA marchait mieux que celle qui avait été faite plus artisanalement. Ok. Après, c'est un peu la méta de MrBeast, et c'est toujours ces trucs très tendance, pas forcément avec un visage humain, mais du coup, t'as quand même un peu les codes je vois bien, qui sont générés par de l'IA. Donc, il y avait ces éléments-là. Et après, son échelle de valeur, c'était très agressif quand même. C'était freebie, donc pour un lead magnet, choper du lead, c'est ce qu'il disait là. Offre à $7. Donc juste faire sortir la CB. Et après, je trouve que ça montait très vite, mais du coup, c'était 1000, 100 000 quoi. Ah, c'est des Américains. Du coup, son échelle de valeur est a une progression qui je trouve assez élevée. Et je pense c'est globalement faire sortir la CB et après c'est petites prestations et gros accompagnements récurrents annuels, tu vois, peut-être. Mais c'est le meilleur truc. De toute façon, pour faire entrer du lead. Et je pense que ce qui est effectivement assez bateau, et quand même, ce que j'aime bien avec ces conférences-là, c'est que ça permet d'avoir un guide assez simple à suivre. Oui. En mode, ok, dans sa stratégie, il y a 5 points à prendre en compte. Et si t'en oublies un, en fait, c'est important, c'est dommageable pour ta monétisation, pour ton acquisition. Bien sûr. Et du coup, ça te permet de te dire, ok, c'est quoi mon framework qui me plaît le plus? Lui, il a le fameux 5-1. Et ça te permet de te dire, ok, est-ce que je pense bien à toutes ces étapes? Est-ce que j'ai mis mon CTA dans ma vidéo? Et parce que en fait, t'oublies un CTA dans la vidéo. C'est chocolat, hein, je veux dire. Mais c'était Serpentix. C'est vrai. Mais non, mais c'est des bons rappels malgré tout. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que le mec, il a fait son business du coup uniquement grâce à YouTube. Enfin, en tout cas, sa progression en termes d'acquisition de leads uniquement grâce à YouTube. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il a fait cette montée en compétence sur YouTube. Et là aussi, il a beaucoup de Twitter a priori. Ah ok. Qui sont les deux canaux d'acquisition. Et en fait, il a délégué une partie pour justement avoir une partie où il fait l'idéation. Et après, il aide ses équipes pour faire la partie opérationnelle. Ok. À noter que YouTube se positionne plutôt très bien aussi sur Google. Donc c'est plutôt intéressant. Et comme il y a peu de gens qui sont prêts à faire des vidéos, il y a plus de place. Ouais, ça. Et ce qui est assez bizarre, c'est que typiquement là en Europe, on a eu la désintégration de Google Maps. Maintenant, c'est vrai, ultra laborieux. Enfin, tu le vois peut-être pas ici, mais pour moi, j'aimais bien faire ma recherche de quoi qu'il arrive sur Google. Et si c'était quelque chose de localisé, restaurant, taille, quand je suis à Lyon, et je clique sur la map, maintenant ça se déploie plus. Ah oui, il faut dire merci à la France. Mais non, mais c'est vrai que ça a éclaté l'expérience sur Google Maps. C'est bien pour les histoires de concurrence déloyale, tous ces trucs-là, hein, sûrement. Mais en termes d'expérience, c'est un peu moins bien. Et donc, est-ce que, question ouverte, il y aura pas un peu cette même chose avec les vidéos?
Donc la question c'est combien de temps ça va tenir. Mais effectivement, actuellement, ça se positionne sur les résultats. Ça se positionne très bien, Ça peut être une vraie opportunité. De ouf. Et on a donc la dernière conférence qui était le SEO le SEO programmatique assisté par l'intelligence artificielle. Et du coup, promesse quand même assez ouf. Il y a quelque chose, il y a quelques points intéressants à en tirer. Mais en fait, quand il nous a donné les chiffres à la fin, globalement, lui, sa stratégie, c'est créer 300 pages. 300 pages, d'accord. Voilà. Donc, ce qui est quand même un volume qui peut être conséquent. Mais du coup, ça va être pour du géolocalisé. Il nous expliquait que il y avait avocats, villes et toutes les villes autour, avec différentes variantes d'avocats, globalement. Aux États-Unis, essentiellement. Ok. Ce qui est intéressant, et en fait, il commençait l'approche par, globalement, la concurrence sur ces SERP-là, c'était des textes à trous. Et c'est vrai. donc ça veut dire un texte généré avec juste à la ville qui change. Mais avant ça suffisait. Ouais, complètement. Et dans ces SERPs, ça apparaît encore en fait. Et d'accord. Du coup, lui, ils étaient en train de développer un outil qui justement fait le process qu'il nous a présenté en conférence, qui consiste du coup à rechercher les mots-clés, les faire en sorte de transformer ces mots-clés en pages, pour éviter la cannibalisation, et après donc passer sur la partie justement mise en place concrète où il y a une préparation technique avec une Google Sheet où tu vas dire cette ville là elle aura différents éléments que je vais mettre en place, donc le titre, les images, machin, créer un modèle de page, créer une structure éditoriale qui vont permettre d'être remplie par ce Google Sheet. Donc tu as différents éléments avec les colonnes qui correspondent sur Google Sheet. Et en fait, ce qui était intéressant dans la conf, c'était que en général on entend souvent parler de spinning du contenu. Mais lui, il spinait les prompts de sa génération. Ah, d'accord. Ça, c'est malin. Ça, j'aime bien. Et du coup, il a parlé de plein de paramètres avec justement, en fait, ce qu'il allait spinner, c'était le ton, la persona, l'angle. En fait, il spinait ces éléments-là et du coup, ça lui permettait d'avoir énormément plus de résultats. Et donc d'éviter ce contenu dupliqué où potentiellement, si tu lui dis, parle-moi de serrurier à Lyon, parle-moi de serrurier à Villeurbanne qui sont de à côté. En fait, tu vas avoir quelque chose qui est quand même assez proche, alors que là, tu peux élargir, et donc, vu qu'il faisait toujours des petits éléments, donc c'est pas je génère ma page, c'est justement en découpant sa structure, c'est je génère partie par partie, il arrivait à avoir des choses assez originales, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait toujours une analyse humaine et sémantique, donc il prenait le résultat, il regardait si ça lui plaisait, et sinon il demandait à régénérer. Donc pas forcément extrêmement scalable, et donc c'est pour ça que, petit disclaimer, au début, il parlait de volumétrie de type 300 pages, où potentiellement tu peux aller vite sur plus de pages, et donc c'est pas forcément scalable avec un travail humain. Donc il parlait un peu de ses tarifs, et ça vite assez cher dans son cas, mais c'est un parti pris avec du contenu qui marchait bien et qui avait l'air de se positionner. Mais franchement, non, mais alors pour le coup, moi ce que j'ai retenu et que j'aime beaucoup là dans ce que tu viens de nous dire, c'est le fait de spinner les prompts. C'est con, mais j'y avais jamais pensé, tu vois. Donc parce que c'est vrai qu'on tourne vite en boucle, notamment quand on fait du géolocalisé sur un même métier. Donc ça c'est très sympa. Et à automatiser aussi, ça doit être c'est plutôt bien. C'est ça. Après en fait, ce que j'ai trouvé un peu étonnant, c'est que programmatiquement, c'était assez il y avait les grandes idées. Parce que c'est un sujet qui me plaît bien, donc c'est des idées que j'avais effectivement assez l'habitude de voir. Mais il parle de 300 pages, il fait une analyse humaine de tous les textes. Donc ce qui est bien, ça permet d'avoir du contenu, mais il fait copier-coller des prompts. En fait, il a pas automatisé en API. Il prenait les prompts, en gros, globalement dans l'Excel, il devait y avoir les prompts qui étaient générés en spin. Il les mettait dans son outil IA et il reprenait. Et ce qui faisait du coup la vérification humaine à ce moment-là. D'accord. Mais du coup, c'est pas vraiment scalable. Et pourquoi ? Parce qu'il avait des meilleurs résultats en faisant ça plutôt qu'en utilisant l'API. Et ce qu'on peut voir des fois, que ce soit ChatGPT, Claude, tous leurs copains, ils peuvent être un peu plus feignants à des moments de la journée. Et en fait, des fois, ils sont plus feignants en API que sur l'éditeur qu'on voit en ligne. C'est vrai ce que tu dis par contre. Parce qu'ils sont pas configurés pareil, parce que plein de choses. Et du coup, lui, pour avoir ces bons résultats, son SEO programmatique, il est très manuel, je trouve. C'est très intéressant, mais très manuel. Après, tu peux automatiser, mais du coup, tu auras peut-être pas exactement les mêmes résultats. Bon, toujours est-il que, en tout cas, tu peux penser à faire du spin dans ton prompt. Ça, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de. Quand tu m'as dit qu'il faisait des copier-coller, tu m'as un peu perdu là, par contre. Mais dans l'idée, c'est vraiment très intéressant. Après, je pense que l'idée, c'est de voir. Il nous a pas montré concrètement le Google Sheet et tout ça. Il nous a envoyé une vidéo qui permettait de le voir, mais effectivement, t'as les colonnes et tu vas prendre le bon élément et après
L'idée, c'est justement, il rajoutait une partie sémantique derrière, parce que potentiellement, donc il lui envoyait de l'information sur ce qu'il fallait intégrer à l'IA, ce qu'il fallait éviter d'utiliser, les mots classiques que l'IA aime bien réutiliser. Et en fait, des fois, les mots-clés importants ne réapparaissaient pas assez. Donc, il passait dans un outil d'optimisation sémantique pour justement avoir les bons termes par rapport à la concurrence et optimiser le texte. Non, mais ça, c'est important. Et du coup, après, il importe son contenu dans WordPress. En fait, ce texte, il le transforme en CSV, il l'importe dans WordPress. Et pour aller un peu plus loin, donc il géotague les images. Donc typiquement sur géolocaliser, en fait, il y a tout un truc qui est caché dans l'image qui s'appelle le EXIF, qui vous voyez un truc, mais en fait, il y a des données qui s'appellent les métadonnées qui expliquent un peu l'image, et c'est dire cette image a été prise par tel appareil photo, cette image a été prise à tel endroit avec les coordonnées GPS, et vrai ou pas, potentiellement ça aide Google à légitimer en fait la vérité de cette photo et de la page qui va bien expliquer cette photo-là elle est à Chiang Mai sur une place qui est à Chiang Mai, peut-être que c'est plus pertinent quoi. Pour le coup, j'ai tendance à y croire. Moi aussi. Après, voilà, c'est toujours, tant qu'on connaît pas l'algo, c'est toujours, moi j'aime bien l'idée, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, ça, seul Google pourrait, John Muller pourrait nous dire. Johnny, Et du coup aussi, dans l'idée qu'il aime bien faire son SEO programmatique à la main, lui il fait le maillage interne manuellement. Ah oui, tiens. Oui, pourquoi pas, en remarquer un, mais c'est vrai que, Son point, c'était que les humains, un expert va être plus pertinent que les outils qu'il a pu tester. Ah, par contre, il a raison. Et je pense, ce que je trouvais assez intriguant, c'est SEO programmatique, qualitatif humain, tu vois. Enfin, c'est un peu, après, ça a l'air de marcher. Franchement, peut-être que c'est la meilleure des approches. C'est-à-dire que moi, où j'ai eu mes travers, c'est de vouloir absolument tout automatiser. Et du coup, ça donnait parfois des résultats vraiment très très médiocres. Si t'es prêt à faire ce que les gens sont pas tout à fait prêts à faire, y compris des gens qui font de l'automatisation, c'est-à-dire mettre la petite couche humaine qui fait qu'à un moment donné, tu vas sortir quelque chose de quali tout en automatisant, souvent ça fait vraiment la différence. Ouais, complètement. Et d'ailleurs 300 pages, en définitive, je trouve que c'est pas énorme, tu vois. Non. Non, complètement. Mais d'ailleurs, son point, c'était, bon, là, il nous a parlé beaucoup de cet exemple-là, mais c'était vraiment quand même, attention à la vélocité de publication. Même 300 pages, si tu fais apparaître 300 pages sur un site neuf, c'est un red flag. Un site legit sort rarement avec 300 pages, en fait. Et son point, c'était peut-être que sur un site neuf, il faut s'arrêter à peut-être 10 pages par semaine. D'accord. Oui, et donc, ça prend un petit peu de temps. Mais donc, t'as potentiellement un petit peu ce temps pour faire ton maillage interne. Alors que si t'as un Forbes qui sort 45 articles par jour, voilà, 300 pages, Google, il voit pas la différence, quoi. Donc voilà, c'est toujours cet élément-là. Et attention aussi à la cannibalisation quand on fait ça. Si on a trop de mots-clés qui sont similaires, en fait, juste Google, il sait plus choisir quelle page. Et s'il sait pas quelle page choisir pour répondre, en fait, il pénalise toutes les pages qu'il aurait pu choisir. Ah, complètement. Et bon, le fait peut-être de spinner les prompts, ça peut un petit peu aider. Le fait de s'aider d'un outil sémantique comme Serpentix ou je ne sais pas quel outil. Pour la décannibalisation, t'as une de page. Ok, non, mais je parlais plus pour la. Oui, alors t'as raison, ça répond aussi à la question, mais pour avoir un contenu suffisamment riche pour que Google fasse vraiment la distinction entre deux URL, tu vois, pour éviter le fait que parfois je te prends la question, un exemple à la con. Médecin Nice et médecin Marseille, bon, fondamentalement, le ChatGPT, si tu lui fais un prompt tout bidon, il va avoir tendance à te sortir des contenus relativement similaires, même si les villes vont être différentes. Et des fois, Google, il va bouder un petit peu. Alors que si tu l'enrichis avec les mots-clés importants pour, tu vois, ça va aider à faire des contenus vraiment pour ça, typiquement, les mots-clés importants, ce dont tu parles, c'est Serpentix avec les mots-clés qui sont recommandés, là. Exactement. Ça, oui, complètement. Et typiquement, ça se fait en API, ça, c'est bien. Ça, je pense que c'est vraiment important pour avoir des bons contenus. Mais du coup, moi, je sais que même en interne, cette histoire de spinning, je le fais beaucoup. En gros, l'idée, c'est quand je te disais que justement, j'essaie d'aider les utilisateurs à avoir le contenu qui est le plus pertinent pour Google. Il y a plusieurs parties, dont l'intention qui va arriver, le plan optimal. Et en fait, ça, moi, j'enrichis énormément d'informations. C'est pas juste un prompt, c'est du prompt enrichi pour que tu aies quelque chose qui colle vachement bien à la requête que tu es en train de cibler, en fait. Et c'est ça qui permet de faire le contenu le plus optimal. C'est parce que tu regardes ce que les autres ont, tu essaies d'aller un peu plus loin et t'optimises parfaitement par rapport à ce que Google va attendre. Par contre, du coup, en utilisant peut-être qu'à l'occasion on fera une vidéo dédiée à ton outil, mais en utilisant ton outil, derrière, ça peut faire le plan, donc ça c'est intéressant. Ça fait le plan. Par contre, derrière, ensuite,
il faut que tu rédiges l'intérieur de chaque titre, sous-titre. Ouais. L'angle, pour l'instant, c'est pas faire du full IA. Ok. Parce que, c'est un peu ce qu'on disait jusqu'à présent, c'est, l'IA, c'est chouette, mais, in fine, ça peut quand même rester dans le cercle de connaissances qui est pas suffisant pour aller sur plus de 10%. Donc là, c'est effectivement, ça te guide parfaitement avec un plan optimal. Toutes les intentions, elles arrivent. Et, tous les mots-clés qu'il faut intégrer. Ceux qu'il faut potentiellement éviter, ceux qui sont vraiment importants pour te positionner dans la première partie. Ouais. Et en fait, à partir de là, tu vas avoir justement cet angle pour faire du bon contenu. Si tu veux du contenu massif généré en IA, c'est pas forcément l'outil qu'il te faut. Il y a d'autres outils. Okay. Mais si tu veux construire le meilleur contenu, et potentiellement, tu vas t'aider avec IA à avoir un outil ChatGPT ou équivalent à côté pour remplir tes blocs et les optimiser au fur et à mesure. C'est une possibilité. Okay. Mais c'est pas un outil de génération de texte. Ok. C'est un outil d'optimisation de contenu. Ouais, compris. Mais pas un outil de génération. Ok. Mais j'ai plein de questions à te poser, mais donc on va faire court, mais tu peux brancher ton outil à la Search Console aussi? Pas encore. Non, tu peux pas faire ça. Okay. Une de page le fait. Ok. Bah oui, ça prend tout son sens. En gros, une de page, il t'aide à trouver les mots-clés, en gros, transformer des mots-clés en pages, donc en amont, donc avant de créer les pages. Ouais. Et il permet aussi de faire le monitoring en aval. Donc ça veut dire trouver les pages que Google aime pas, trouver les pages où t'as de la cannibalisation, donc ça veut dire qu'il a imprimé plusieurs pages sur un même mot-clé. Ouais. Et trouver des opportunités de contenu. Ça veut dire que tes pages, ton site se positionne déjà sur un mot-clé qui a une intention différente de celle de la page, et t'as pas de page dédiée. Ouais. Et du coup, en fait, ton site, il a juste le potentiel pour avoir cette page-là sur son site et ça irait beaucoup mieux. Ouais. Et du coup, là, c'est connecté à la Search Console et ça mouline tout ça pour proposer ça. Ok, intéressant. Faudra que j'aille le tester. Carrément. On se fera une petite vidéo. Ok, Maury. Il me semble qu'on est bon. Je pense qu'on a fait le tour des 2 conférences des 2 premiers jours, en tout cas. 2 premiers jours, jour 1, jour 2. On va vous faire d'autres vidéos où on va attaquer donc le jour 3 et jour 4. Ouais. Souvent, jour 3 et jour 4, si on compare avec l'an dernier, en règle générale, ils lâchent des trucs vachement plus lourds les derniers jours. Ce qu'on voit, c'est que là, en gros, donc on est mercredi quand on tourne cette vidéo. Jour 3, c'est jeudi, c'est demain. Ouais. Et en fait, contrairement aux 2 premiers jours où c'était juste l'après-midi, là, c'est toute la journée. Ouais. Et du coup, il y a déjà 2 fois plus de conférences et donc 2 fois plus d'informations potentiellement. Ouais. Et donc, on va pouvoir faire, normalement, faut qu'on s'organise, mais faire une conférence demain, faire une conférence pour vendredi. On voit comment on va les tourner. Mais ça permettra du coup d'avoir vous aurez l'information. Si vous êtes plutôt textuel, moi j'ai fait des notes. Ouais, complètement. Je pense que tu pourras mettre les outils dont on a parlé. Ouais. Et là où ils peuvent recevoir les notes sur la description de la vidéo, je pense que tu feras ça. Oui, bien sûr. Et du coup vous pouvez avoir à la fois le résumé et la vidéo. On a rajouté pas mal de choses justement par l'interaction ici. On a plus justement concrètement ce qui s'est passé dans les conférences dans les notes. Mais on les a un peu plus vite parce que j'écris plus vite que on tourne la vidéo. Il va y avoir Stan Leloup, je crois qu'il va passer. Il y a Stan demain, je crois. Ah, c'est demain? Ouais. Tu vas y aller? Évidemment. Ok, c'est bien. C'est bien. On est français. Ouais, et puis s'il y a bien quelqu'un qui a réussi sur YouTube, mais avec un positionnement business. Oui. Après c'est une approche différente, mais ok. Ouais, ça va vraiment intéressant. Je pense que j'ai plus le titre en tête, mais je pense que c'est plutôt SEO pour YouTube. Ah, ok. On en verra demain une fois que c'est passé, mais je ok. pense que c'est plutôt un nom comme ça parce que je suis pas sûr qu'il ait un média. Je pense que c'est plutôt son canal, c'est YouTube plutôt que Google tout court, quoi. Ah, complètement. Ouais, clairement. Ok, Maury, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à toi. On se retrouve demain certainement pour le débrief. On vous tient au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur Twitter où vous voulez. Je vous donnerai toutes les informations de contact d'Amaury aussi. C'est notre journaliste sur place. C'est April O'Neil. T'as connu April O'Neil? C'est la journaliste des Tortues Ninja. C'est pas grave. Oui, très bien. Je vois très bien. Tu vois. Ok. Et donc, on vous retrouve très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.